Merci infiniment. Donc, je m'appelle Stéphane Soumier, journaliste économique pour BFM Business. Et donc, on va discuter ensemble de l'ISR ou de l'ESG. D'ailleurs, on va commencer par là. Alors, donc, Nicole Notat est avec nous, présidente de Vigeo, agence de notation, hein, ça se définit comme ça, Nicole Notat Vigeo, hein, agence de notation. Vous avez à côté de vous Marie-Ange Verdict, directrice de la recherche ISR pour la financière de l'Échiquier. Jean-Philippe Desmartins est à côté de moi, directeur de la recherche ISR pour Odo Securities. Et Virginia Janson, directrice des relations investisseurs d'Air Liquide. Bien. Madame Notat, je voudrais juste d'abord savoir, il faut qu'on définisse le cadre dans lequel on va parler d'abord. Est-ce que ce cadre aujourd'hui ISR est strictement défini ? Est-ce que vous notez et vous agissez dans un cadre qui vous semble aujourd'hui un cadre étroit? En tout cas, c'est un cadre qui se précise de plus en plus. Et ce qui se précise également de plus en plus, car nous, on ne travaille finalement que par rapport aux besoins et aux attentes des investisseurs ou des gérants d'actifs qui utilisent notre recherche. Ce qui se précise de plus en plus, c'est la nature des démarches dites d'investissement socialement responsable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut faire vite, je dirais il y a deux grandes catégories. Une première catégorie qui relève d'une démarche où des investisseurs particuliers ou institutionnels, au nom d'une préférence morale, éthique, religieuse, souhaitent investir dans des univers qui ne contiennent pas des secteurs dits controversés. Alors l'armement, le tabac, etc., c'est ce qu'on appelle la démarche éthique, même si cette démarche peut être parfois utilisée, enfin le mot peut être utilisé dans d'autres circonstances. Enfin ça, c'est une forme d'investissement qui existe et qui appelle une recherche particulière. Et voilà, juste pour être clair à ce moment-là, ce sont ces investisseurs qui vous donnent comme mandat de vérifier que les entreprises vers lesquelles ils peuvent investir entrent bien dans les critères qu'ils ont eux-mêmes définis. Voilà, ils demandent plutôt qu'on leur construise des univers dans lesquels ils ont l'assurance que les entreprises dans lesquelles ils ne veulent pas investir au titre de la nature de leurs activités ne sont pas présentes dans cet univers. Et donc, ils sélectionnent dans cet univers. D'accord. Et il y a une deuxième grande catégorie d'investissement dit socialement responsable qui, selon plusieurs techniques, et on confond parfois la technique avec la finalité, c'est des investisseurs ou des gérants d'actifs qui considèrent que derrière désormais cette information, ces opinions sur le degré de tangibilité, de réalité de la performance extra-financière des entreprises, ça va leur fournir de l'information complémentaire à leurs informations financières classiques et que ça va venir finalement les éclairer comme indicateurs de performance future. Ou en tout cas, ils disent souvent, enfin pas tous, mais il y en a qui disent, ce que je cherche dans ce contexte-là, ce n'est pas à maximiser mon rendement, mais c'est de m'assurer, je minimise mes risques à moyen et long terme. Ça, on va en parler très très largement, et je crois qu'effectivement, on va beaucoup parler de volatilité dans ce débat, mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, pour eux, l'ISR n'est qu'un environnement supplémentaire autour d'un investissement qu'ils ont déjà décidé pour d'autres raisons, et l'ISR vient en supplément finalement leur apporter un peu de sécurité, mais ça on va en parler peut-être un peu moins de volatilité. C'est un filtre complémentaire à leur analyse financière traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un premier univers qui, à partir de leurs critères financiers, de leur analyse financière classique, débouche sur l'idée qu'il serait normal, légitime, intéressant d'investir dans telle et telle valeur, et qu'en ajoutant et en regardant le filtre extra-financier, ils vont à nouveau dire non, dans tel ou tel type d'entreprise, là je n'y vais pas parce que ma sécurité future n'est pas garantie. Alors Jean-Philippe Desmartins, Marie-Ange Verdict, est-ce que vous investissez, je vais commencer avec vous, est-ce que vous investissez vous justement dans un cadre précis? Oui, alors là je rejoins complètement l'approche qui vient d'être apportée par Nicole. C'est clair que nous, la première chose, c'est un socle transversal, c'est-à-dire que intégrer des notions de gouvernance, d'environnement et de social dans nos cas d'investissement, de société qu'on veut faire entrer dans nos fonds, ça nous semble être absolument indispensable, qu'elle soit d'ailleurs bien notée ou mal notée. C'est-à-dire que ça fait partie de la compréhension d'une entreprise. On ne s'attache pas simplement qu'à ses chiffres ou à sa stratégie de croissance.
on va s'attacher aussi à comment elle organise ses décisions en interne dans la société, comment se structure son conseil d'administration, comment se structure son contre-pouvoir, et puis comment elle attire les meilleurs, comment elle les garde, comment elle anticipe les réglementations, etc. Donc pour nous, aujourd'hui, ça paraît même incroyable qu'on ne se pose pas ces questions-là pour investir dans les sociétés. Parce que vous en faites un gage d'efficacité. Parce qu'on en fait un gage de meilleure appréhension du risque. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Pour nous, c'est une approche par les risques. On n'est pas du tout dans la première approche évoquée, qui est une approche morale. On investit ou on n'investit pas dans l'alcool, on investit ou on n'investit pas dans les armes, dans l'armement. C'est pas par cette approche-là qu'on utilise cette analyse des critères ESG. C'est vraiment parce qu'on est convaincu que ça nous permet de mieux comprendre les risques des entreprises dans lesquelles on investit. Et en général, l'investisseur préfère trouver le bon rendement performance-risque. Et cette approche extra-financière vient indéniablement compléter notre analyse financière. Jean-Philippe Desmartins. Oui, bonsoir. Donc, pour compléter ce qui a été dit, fort, hein. Je vais essayer de parler fort, mais est-ce que j'ai une voix qui porte peu ? Pour compléter, oui, Marie-Ange, elle représente tout à fait cette dynamique intégration ESG, où il n'y a pas forcément un fonds ISR derrière, mais où systématiquement l'ensemble des fonds... On dit juste la différence ISR-ESG. Moi, je dirais que c'est les deux aspects. Il y a l'historique des fonds dits militants, ISR, où systématiquement, dans le processus d'investissement, vont être pris en considération ces questions, avec des aspects go, no-go, exclusion, par exemple, alors que dans l'intégration ESG, l'information ESG va venir dans le process d'investissement et va conduire à des décisions, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire que ça va vraiment être au cas par cas. Et ce qui est important, c'est que tout ça s'oppose pas. Pour faire un historique avec 12 ans de recul, vous aviez les fonds militants, il y a 12 ans, c'était 0,4% des placements actions en Europe. C'est aujourd'hui 2 à 3% avec une dynamique. Moi, je pense à palier à peu près à 10%. Donc, ça restera quelque chose qui se développe, mais capé. Et puis, vous avez ce courant qui s'est... Donc, ça existe depuis plusieurs décennies. Et il y a un courant depuis 2006 qui s'accélère énormément avec le lancement des PRI. Donc, on en reparlera, je pense, de l'initiative des Nations Unies des principes pour l'investissement responsable, où là, une société de gestion, donc sur l'ensemble de ces fonds, l'ensemble de ces actifs, que ce soit des actions dont on va parler aujourd'hui, va s'engager petit à petit en expliquant comment on le fait, elle va intégrer. Et ça, aujourd'hui, ça représente à peu près 7 à 8% des investissements actions. Donc, vous avez compris aujourd'hui qu'on est à peu près, ce dont on parle aujourd'hui, c'est à peu près 10%, donc ça reste minoritaire, mais c'était il y a 0,4% il y a 10 ans, donc c'est un facteur 25. Ce qui me permet de dire que je suis ravi, avec 12 ans de recul, de voir... cette réunion ce soir. Je pense qu'il y a 12 ans, elle n'aurait pas eu lieu et il n'y aurait pas eu autant d'émetteurs dans la salle de toute taille, et je pense que c'est très très encourageant, et ils ont raison, parce que c'est aujourd'hui 10% de gens avec cette empreinte ESG. Je pense qu'à terme, d'un horizon de 10 ans, on va atteindre un palier à 30%, avec des investisseurs qui intéressent les émetteurs, parce que c'est du long terme et c'est pas de la nanoseconde, et c'est des gens qui accompagnent dans la durée. Donc c'est des assureurs, des fonds de pension, de l'épargne salariale, et en général là il y a vraiment une approche gagnant-gagnante pour ceux qui jouent le jeu autour de la table. Je veux finir de définir le truc, Nicole Notat. Il y a, alors en gros, et je parle vraiment sous votre contrôle, et c'est vous qui m'avez appris tout ça d'ailleurs, quatre grandes familles, on va dire, dans lesquelles vous classez aujourd'hui les investissements ISR. Donc on a parlé des critères d'exclusion, et finalement c'est le plus simple et peut-être celui sur lequel on passe le moins de temps. Les choses là sont assez claires et les exigences des investisseurs sont assez claires. Derrière, il y a ce que vous appelez des fonds thématiques et les best in class. Je continue à m'interroger sur... Alors peut-être que la question n'a pas de sens, mais dites-le moi. Sur les critères. C'est-à-dire, est-ce qu'on est de manière très très simple sur des engagements qui sont des engagements, et alors on serait presque plongé dans de la philosophie du 18e, une sorte de bon sens, aller rechercher, c'est-à-dire, à un moment, on se demande, est-ce que vous avez la capacité de mesurer avec efficacité l'ensemble des items et l'ensemble des questions qui vous sont posées sur tel ou tel critère de gouvernance, de responsabilité sociale, etc. Ou est-ce qu'on regarde les efforts qui sont faits et on les note en fonction, je dis encore, du bon sens, qui était la chose humaine la mieux partagée, nous disait-on, au XVIIIe siècle, mais c'était une époque révolue. Peut-être que ça rejoint pour certains le bon sens, mais ce n'est pas seulement le bon sens qui va déterminer
une pratique rigoureuse de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise et une pratique d'investissement socialement responsable pour l'investisseur ou le gérant. À un moment donné, il faut identifier des facteurs qui sont des facteurs sociaux, environnementaux, mais finalement des facteurs de risque, puisqu'on est bien dans une approche de risque, qui, selon la manière dont l'entreprise va elle-même les porter, les intégrer à sa stratégie, les intégrer à ses opérations, les intégrer dans l'ensemble des fonctions qui sont celles de l'entreprise, va manifester un véritable intérêt et une capacité à intégrer chez elle la prise en compte des intérêts de ses salariés, va intégrer pour de vrai la prévention des pollutions, la protection de l'environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie, etc. Ça, à un moment donné, c'est des choses tout à fait tangibles qui doivent se traduire et être visibles dans la manière dont l'entreprise va effectivement donner des gages, donner des preuves qu'elle s'engage et qu'elle met tout ça en application. Et ce que les agences... Propre à chaque entreprise, donc, Madame Notat. Propre à chaque entreprise, on va dire propre à chaque entreprise, c'est évident, mais propre à chaque entreprise définie dans son cœur de métier donné et dans une activité donnée. Effectivement, pour l'environnement, on ne va pas prendre les mêmes facteurs où ils n'auront pas la même importance et la même acuité si on est dans la chimie ou si on est dans la banque. Bon, mais donc voilà, de ce point de vue-là, le contexte sectoriel joue un rôle dans la pertinence des facteurs ou des critères, comme vous dites, qui vont être retenus pour analyser l'entreprise dans sa prise en charge concrète. Et il y a une discussion avec l'émetteur ? Il y a un dialogue avec l'émetteur, non pas sur la définition de ce que nous allons évaluer, ça c'est le rôle de l'agence, oui, et qui est d'ailleurs en lien avec les investisseurs, parce que ce sont eux, in fine, qui vont se servir de cette recherche. Par contre, le dialogue avec l'entreprise est très important, parce que la matière première des agences de notation, c'est l'information. Donc l'information, elle se trouve dans la capacité de l'entreprise à consolider ces informations. Ça, c'est un vrai sujet. La consolidation des informations financières, on sait ce que c'est depuis longtemps. La consolidation des informations extra-financières, c'est en train de se construire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler de ce qui se passe au siège de l'entreprise, il s'agit de rendre des comptes sur ce qui se passe dans la totalité des entités d'une entreprise. Donc il y a un travail de consolidation. Donc à ce moment-là, l'information étant la matière première, on va s'attacher, chaque agence a sans doute sa méthode, mais on va s'attacher à, je dirais, aller de ce que l'on voit, de ce que l'entreprise déclare, jusqu'à identifier ce qui est véritablement tangible dans le déploiement. Il faut qu'elle donne un peu de preuves. Et puis, il y a d'autres parties prenantes qui peuvent aussi fournir de l'information sur l'entreprise qui permet de pouvoir rassembler des informations contradictoires, convergentes, divergentes pour amener, in fine, une opinion de l'analyste la plus précise possible. Alors, ça m'amène vers vous, Virginia Janson, parce que et quand on parle de secteur, pour Air Liquide, c'est compliqué, parce que et vous n'êtes pas très nombreux. Vous êtes globalement assimilés à la chimie, c'est ça l'idée ? Oui. Et pourtant, Air Liquide n'est pas une entreprise de chimie. Oui. Donc, comment est-ce que, justement, vous entrez et comment est-ce que vous regardez ces critères qui peuvent être définis par d'autres et qui ne correspondent pas forcément à la réalité de l'entreprise Air Liquide ? C'est le grand sujet du reporting ESG. Pour le terminologie, on est très clair chez nous, c'est plutôt maintenant ESG, puisque c'est les domaines sur lesquels nous pouvons agir. On n'est pas un acteur dans l'investissement socialement responsable. Donc ESG, ça veut dire que vous vous concentrez sur votre responsabilité sociale en tant qu'entreprise, sur votre gouvernance en tant qu'entreprise et sur la façon dont vous impactez l'environnement autour de vos usines et de vos sites de production. Tout à fait. C'est une longue histoire dans beaucoup d'entreprises, parce que je parle aussi au nom du CLIF, je pense que c'est important. Chaque entreprise a son histoire, à son passé, la construction de son entreprise. Et inutile de dire qu'il n'y a pas une entreprise qui réussisse qui n'a pas réfléchi bien à son environnement, la gestion de ses ressources humaines et la gestion de sa gouvernance. Je veux dire, c'est quelque chose...
là où je pense qu'on est tous d'accord et les investisseurs nous ont toujours posé des questions pertinentes sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les agences et les analystes ISR nous aident à formaliser un discours qui tient la route. Et je pense que, parce qu'on est tous en train de faire de la gestion des risques, on est tous en train de le faire d'une façon de plus en plus organisée, structurée, avec des vraies ressources derrière, avec une consolidation d'informations derrière, qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique dans les entreprises, parce que c'est très diffus, ces informations. Donc, progressivement, on est en train de monter tous des structures de consolidation et de reporting de plus en plus lourds et larges. Et tout ça pour communiquer mieux sur le sujet. Parce que quelque part, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'entreprise, mais qui ne sortent pas parce que justement pas consolidées. Cette contrainte nouvelle que vous vous imposez, parce que c'est une contrainte nouvelle que vous vous imposez, vous vous l'imposez parce qu'aujourd'hui, c'est une exigence incontournable des investisseurs ? Non, je pense qu'on est à mi-chemin. Je pense que nous avons nos responsabilités, les groupes devenant de plus en plus grands, les risques devenant de plus en plus larges, les entreprises devenant de plus en plus gros. Je pense que la gestion plus structurée de tout, que ce soit la finance ou que ce soit les risques, devient de plus en plus complexe et difficile. Donc, on doit monter des structures pour le faire. Mais est-ce que vous voulez garder la liberté de définir vous-même les critères qui sont pour vous importants ? Ça me paraît évident parce que chaque secteur a ses propres critères, ses propres enjeux et ses propres effets. Parce qu'il y a un rôle interne aussi. C'est-à-dire, dans ce reporting, je pense qu'une entreprise comme de grande entreprise, grande ou petite d'ailleurs, le fait peut-être autant pour les investisseurs que même pour ses propres parties prenantes. Je ressens très fortement des enjeux. Je pense qu'il y a des enjeux, des critères de mesure qui sont assez évidents. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont des choses assez homogènes dans leur rapport de développement durable. Cela étant dit, là, on va mettre les objectifs, là, on va mettre l'accent, va être clairement les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on pense devraient être importants pour l'investisseur et pour les parties prenantes. Donc je pense qu'en ça, il y a un travail, en tout cas chez Air Liquide, nous sommes en train de faire un énorme travail pour identifier ce qu'on appelle les Key Responsibility Indicators, pour essayer d'identifier 7, 8, 9 qui vont vraiment correspondre aux convictions intimes d'Air Liquide, qui représentent, à notre avis, les vrais enjeux et les vrais risques du groupe. Et il va falloir qu'elle matche celle de Nicole Notat. Alors, oui ou non. Et après, et c'est là où le cas par cas, je pense, est assez important. Je pense que les entreprises qui ont des convictions intimes, comme beaucoup de grandes entreprises en France, on doit les défendre. On doit avoir la liberté, l'opportunité de les défendre. Et c'est là où ce qui est très intéressant, c'est que nous défendons tous les jours nos comptes. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas défendre nos positions sur la responsabilité. Et donc, je pense que de plus en plus de groupes ici présents font des roadshows ISR. On essaye, surtout sur la gouvernance, on passe beaucoup de temps à aller voir les investisseurs pour expliquer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces sujets sont complexes. Un compte de résultat, un bilan est très complexe aussi, mais quand on parle de gouvernance, de rémunération, d'environnement, de pollution, etc., c'est très, très compliqué. Jean-Philippe Desmartins, comment est-ce que vous apprenez ? Vous disiez c'est du bon sens. Oui, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme, mais c'est aussi du leadership, de la complexité à accepter et beaucoup de travail. Parce que pour ceux qui le savent dans les entreprises, à partir du moment où on est sur le développement durable du point de vue stratégique et pas simplement communication, c'est un des plus grands challenges de conduite du changement. Ça, c'était le volet qualitatif. Alors après, sur les indicateurs, parce que ça, c'est un sujet à la fois très important et puis on pourrait y passer toute la nuit, il faut avoir en tête, c'est qu'on est quand même, avec modestie, sur un champ, que ce soit du côté des émetteurs comme des investisseurs, qui reste pionnier et expérimental. C'est-à-dire que, en gros, si on met de côté les critères d'exclusion, le métier de l'analyse et la prise de conscience du développement durable, c'est à peu près une quinzaine d'années. C'est-à-dire que c'est rien. Et je dirais que la montée en puissance de moyens un peu financiers, de ressources humaines, de recherche académique chez l'investisseur, on va dire, c'est
5-6 ans. Donc c'est rien, il faut avoir beaucoup de modestie. Face à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on ne savait pas où on allait, il y a une dizaine d'années. Donc on regardait, et je vous rappelle, le sujet n'est pas normé encore. Hein. Donc moi je pense qu'à terme il le sera, mais après c'est l'horizon de temps. Est-ce qu'il le sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Le débat il est là. Je pense qu'aujourd'hui il faut laisser du temps à la diversité, à l'expérimentation avant de normaliser. Parce que le niveau, il faut être modeste, il est modeste. Donc aujourd'hui vouloir normaliser un niveau modeste, ça serait une immense défaite. Alors après, juste l'expérience du terrain, c'est que l'ensemble des acteurs, il y a une dizaine d'années, comme on ne savait pas où on allait, il faut être modeste, on a expérimenté, donc on était sur des centaines, voire peut-être des milliers de sujets et d'indicateurs différents. Le silo se réduit. Moi, juste chez Odo, aujourd'hui, on travaille avec une centaine d'indicateurs en moyenne, et on travaille avec des gens en Europe, que ce soit l'EFAS, etc., où on pense qu'à terme, on va être sur 50, 60 indicateurs. On travaille avec les entreprises, etc. Donc, on voit ce cheminement qui se fait à la fois via le marché, via le contact avec les industriels, les acteurs des marchés financiers. Il y aura aussi Mais ce sont le régulateur. Vos indicateurs, pour bien comprendre, ce sont vos indicateurs. C'est votre expérience qui vous a amené à définir ces indicateurs. Tout à fait. Alors en sachant que nous, on a ce que j'appelle la boîte à outils, des références, c'est le Global Compact, c'est un certain nombre de choses comme ça. Mais après, c'est vrai que chez Odo, on a développé notre propre modèle à partir de la boîte à outils. Et donc, on va vers cette réduction, évidemment, en prenant en compte les spécificités sectorielles des entreprises, comme ça a été dit. Il y a un élément. Vous travaillez de la même façon aujourd'hui, Marie-Ange Verdict? C'est qu'il faut assumer sa part de subjectivité dans cette analyse. C'est ça. Que vraiment, nous, c'est ça. Je pense qu'il faut être très modeste, il faut vraiment, c'est un travail, un apprentissage de tous les instants. Mais alors, il nous faut de l'information formatée, ça c'est sûr, et merci aux agences de notation qui poussent les entreprises à ce qu'elles formatent davantage l'information, on en a besoin. Mais il y a un moment donné où, ce qui fait d'ailleurs, à mon sens, toute la valeur ajoutée de ce travail, c'est que c'est une information, comme elle n'est pas normée, il y a beaucoup de valeur ajoutée à aller la chercher, et il y a beaucoup de valeur ajoutée à l'interpréter, puisque une perte d'exploitation, ça se lit noir sur blanc. Bon, il faut travailler un peu les retraitements, mais enfin, je pense que tout le monde maintenant a un niveau suffisant pour bien l'analyser. Une qualité de gestion des ressources humaines dans l'entreprise ou une qualité de gouvernance, ça c'est compliqué à analyser, c'est compliqué de comprendre s'il y a vraiment des contre-pouvoirs ou pas, si le sentiment d'appartenance, le sentiment de fierté, le sentiment d'avoir envie de se motiver pour cette entreprise, ça c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Donc il nous faut certes des ratios assez simples comme un turnover, un investissement formation fait par l'entreprise sur ses salariés, etc. Mais après, il faut aller voir sur le terrain, il faut rencontrer l'entreprise, il faut humer, sentir. Et parfois, on a une conviction très, très forte sur, je pense beaucoup à l'univers des valeurs moyennes, par exemple, où souvent la formation est mal formatée, mais parfois, vous avez une qualité de gestion des ressources humaines que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Donc, voilà, il y a ce côté subjectif qu'il faut savoir assumer, en l'encadrant, bien sûr, avec une batterie, la boîte à outils dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure. Boîte à outils, mais Madame Notat, vous insistez beaucoup là-dessus, qui doit justement, du fait de tout ce qu'on vient de dire, rester très transparente. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il n'est pas question pour vous, du moins à ce stade, peut-être ça viendra, un peu comme les agences de notation actuelles classiques, de construire une black box, de laquelle sortirait un verdict qu'on ne serait pas forcément en mesure d'analyser et de contester. Oui, je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a effectivement la manière dont les agences que nous sommes sont capables de rendre des comptes aussi et de dire au nom de quoi elles ont telle et telle opinion, c'est-à-dire d'être elles-mêmes transparentes sur les critères au nom de quoi elles les choisissent et sur la méthode d'analyse qui conduit à telle ou telle décision. Mais ce mouvement-là, qui est complètement nécessaire pour les agences, il est à mettre en lien avec un mouvement qui, lui, je crois, est aussi irréversible, qu'il y ait ou pas obligation de reporting, je dirais, légale ou réglementaire, qui est que la transparence des informations extra-financières va suivre le chemin de ce qui était attendu, ce qui est attendu sur la transparence des informations financières. Ouais. Donc, progressivement, regardez l'AMF, par exemple, en France, a insisté sur l'idée que dès lors qu'une entreprise faisait référence à sa notation extra-financière,
eh bien, elle ne devait pas seulement faire référence à la notation, mais elle devait aller au bout de ce que recouvrait cette information qu'elle donnait et que la transparence devait y compris être maximum là-dessus. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui est parti au niveau, ça c'est les autorités de régulation. Au niveau français, bon, vous savez qu'on a cette obligation de reporting et qui devrait plutôt s'élargir que diminuer. Et au niveau européen en ce moment, on verra si ça va au bout, mais en tout cas, la réflexion sur créer une obligation de reporting au niveau européen, cette fois comme ça a été fait au niveau français, est en discussion avancée au niveau européen. Donc les entreprises, c'est là qu'elles ont intérêt à prendre de l'avance parce qu'elles ne vont pas se faire imposer des critères. Le mieux, c'est qu'elles anticipent sur ce qui fait sens pour elles. C'est ce qui est intéressant dans la démarche que vous décrivez. C'est-à-dire que l'obligation du reporting, ce n'est pas ce que vous dit la loi qui va guider. Enfin, vous êtes obligé parce que vous êtes des citoyens bien élevés que vous allez appliquer la loi. Ouais. Mais ce qui fait sens, c'est moins ce qui est dit dans le reporting sur ce que vous devez communiquer que ce qui fait que vous avez des politiques et des facteurs de risque liés à votre métier qui vous imposent des actions, qui vous imposent d'agir et qui conduit à des indicateurs qui font sens et à du reporting et de la transparence. Ouais. C'est dans ce sens-là que ça se passe, même si parfois l'obligation de reporting vient en premier et que du coup ça incite aussi à faire. Mais enfin, on ne peut pas reporter et communiquer sur des actions ou des contenus qui sont vides. Est-ce que c'est un souci mondial aujourd'hui, Madame Natta ? Oui. Bien sûr. Vraiment ? Oui, je pense que c'est... c'est Jean-Philippe, je crois qu'il faisait référence au principe de l'investissement responsable. Ces principes-là, ce sont des investisseurs au niveau mondial et des gros, des investisseurs plutôt d'ailleurs de long terme. Ce n'est pas un hasard que ça intéresse peut-être les investisseurs de long terme, puisqu'on est sur de la performance future, qui ont énoncé l'idée qu'ils devaient désormais, il leur semblait, qu'ils devaient intégrer à leur stratégie et à leur choix d'investissement ces facteurs ESG à leur choix et à leur analyse du ratio risque-rendement. Et donc ça, il y a des signataires au niveau mondial sur ces principes-là, ce qui veut dire que le mouvement est mondial. Pour compléter, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez 1000 investisseurs qui ont signé ça, c'est 30 trillions donc, de dollars. Donc ça, c'est les PRI. Les PRI. Et il faut avoir en tête quand même les grandes zones géographiques les plus actives, c'est l'Europe, l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, dans les pays émergents, le Brésil, et qu'après, on a d'autres zones un petit peu plus, qui bougent un peu plus lentement. Donc il y a quand même encore une dimension géographique, et il faut quand même saluer qu'en Europe et aussi en France, sur ces business, qui sont des business porteurs, que ce soit du côté des émetteurs sur des métiers de développement durable, parce qu'on parle de risque, mais moi je salue aussi tout l'aspect opportunité. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du business, et il faut faire du business avec le développement durable, qui créent des marchés, qui créent de l'emploi avec ça. Et pour l'investisseur, on arrive à générer des idées d'alpha via le développement durable, via l'analyse ESG, et c'est aussi très important parce qu'un investisseur, il se souvient beaucoup plus d'une bonne affaire que vous lui avez fait faire plutôt qu'un risque, un moment où vous lui avez évité une autre patato. Bon. Et donc ça aussi, il faut faire rêver les gens, et ça marche aussi. Ça, c'est sur l'aspect opportunité. Dernière chose qui est très importante, ça a été dit, c'est que entre 2000 et 2010, le défi pour l'investisseur, c'était l'accès à l'information ESG pertinente, consolidée, pérenne. 2010-2020, je radote, c'est le même discours. C'est-à-dire qu'on a vraiment un défi, et pour donner un ordre de grandeur au niveau français ou européen, il y a une douzaine d'années, il y avait à peu près 5% des entreprises qui reportaient suffisamment pour qu'un analyste puisse commencer à avoir une appréhension. Aujourd'hui, c'est plutôt 25-30%, mais il y a encore beaucoup de boulot. Ce qui fait que dans la majorité des cas, on est encore obligé, moi ça me fait très plaisir, mais d'avoir un contact direct, rencontrer l'entreprise, les différents interlocuteurs, c'est un travail de fond. Et c'est vrai que ça se fait petit à petit. Et c'est vrai que l'idée, c'est pas de reporter sur des centaines d'indicateurs, mais comme ça a été dit, le management est le mieux placé pour identifier 5, 10, 15 indicateurs clés sur lesquels il va reporter, qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Virginia Janson, je reste sur cette idée mondiale. On a 10 critères par entreprise, mais critères par zone géographique aussi ? Est-ce que toutes les zones géographiques doivent et peuvent être traitées à la même enseigne ? Et comment est-ce que vous justifiez à un moment, devant les investisseurs, des différences de traitement ? Moi, je dirais que les zones géographiques n'ont rien à voir c'est unifié pour unifié, il n'y a pas de problème. Je prends l'exemple les principes, sont unifiés. Je prends le principe de l'éthique, la façon dont on va travailler avec nos clients.
va être identique partout dans le Partout monde. dans le monde. Il n'y a absolument pas de question que ça ne puisse pas l'être le cas. Même si des concurrents... Les clients aujourd'hui qui nous demandent des informations sur le développement durable, ils demandent cette information pour le monde entier, même s'ils ne travaillent que sur la France. Donc très clairement, nos clients et nos investisseurs et nos gens à l'intérieur du groupe demandent des critères et des règles mondiales. Alors, on va voir maintenant ce que recherchent justement les investisseurs. Vous l'avez dit d'un mot, mais je voudrais que vous alliez un petit peu plus loin. On va poser la question à un moment de la performance. Est-ce que, aujourd'hui, Marie-Ange Verdict, l'idée de battre le marché avec un investissement ISR n'est même pas quelque part dans un coin de votre tête, ou ça pourra venir à un moment ou à un autre? Moi, l'idée qu'on peut faire un très bon stock picking en intégrant des critères ESG, ça c'est plus qu'une idée qui nous tient à cœur. Et je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable recherche académique sur l'analyse de la performance des fonds ISR, où vous commencez à avoir des études sur des périodes relativement courtes. Donc ça nous manque cruellement. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire, parce que en tout cas, je pense qu'il manque fondamentalement une analyse de la performance des fonds qui intègrent de façon mainstream, vraiment de façon transversale, cette approche ESG pour limiter son risque d'investisseur. En général, vous avez une analyse de la performance des fonds ISR, c'est-à-dire des fonds qui ont mis un filtre, et donc qui forcément réduisent leur univers d'investissement du fait de ce filtre. Donc là, ils ne se battent pas à mêmes armes, à armes égales, puisqu'ils ont mis une contrainte supplémentaire. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est qu'on ait une véritable étude sur le long terme de ces fonds qui intègrent cette analyse du risque au travers de ces critères extra-financiers, de regarder quelle est la performance de ces fonds par rapport à des fonds qui raisonnent principalement sur des critères financiers. Mais on a quand même des bribes de réponses quand même sur ces aspects-là. J'aime beaucoup les études faites sur Odo, par exemple, sur ces études sur ces groupes qui sont menés par des leaders qui seraient très bien notés en gouvernance. Et bien sûr, quand on fait un rétropédalage de ces groupes-là, ils ont une meilleure performance qu'un indice large de comparaison. Ce matin, il y avait une très bonne présentation sur l'indice Gaïa des valeurs moyennes. C'est un indice qui sélectionne les valeurs moyennes les mieux notées en ISR. Cet indice est récent, il n'a que 2 ans ou 3 ans. Il tente à démontrer que uniquement en sélectionnant les valeurs les mieux notées là-dessus, on a plutôt des meilleures performances. Donc voilà, ce n'est pas encore des données qui sont suffisamment longues pour être démontrées de façon scientifique, mais je trouve qu'on commence, en plus dans ces marchés qui sont quand même de plus en plus secoués, qui doivent faire face à des crises qui sont de plus en plus rapprochées, on commence à avoir quand même des bribes de réponse là-dessus. Et nous, on a une conviction très très forte sur l'intégration de ces critères dans une gestion purement stock picking, c'est-à-dire une gestion en dehors des indices qui sélectionnent les valeurs une à une. Mais aujourd'hui, le moteur principal pour vous, c'est la moindre volatilité. Ce serait la recherche d'une moindre volatilité, c'est vrai, mais aussi d'une performance. Ça dépend de votre horizon d'investissement. Mais moi, je suis convaincue, notamment on gère un fonds qui est spécialisé sur le leadership de croissance. Pour nous, un leader de croissance, il ne peut pas être leader sur la durée, un Air Liquide, un L'Oréal ou une valeur moyenne, un Norbert d'Entresang ou un Bonduelle, par exemple. Pour nous, investir sur cette notion de leadership, pour nous, un leader doit intégrer parfaitement dans sa stratégie d'entreprise non seulement son gain de part de marché et où est-ce qu'il va vendre le maximum de petits pois, mais comment il va produire durablement ces petits pois en créant des contrats de partenariat sur la durée avec les agriculteurs, comment impacter le moins possible l'environnement là-dessus et comment bâtir cette confiance avec le consommateur qui de plus en plus donnera de la confiance dans la marque Bonduelle, pour citer eux, mais je peux citer bien d'autres marques. Norbert d'Entresang m'intéresse encore plus, oui. Parce que là, ça veut dire que objectivement, on accepte que la marge ne soit pas la même que celle des concurrents qui n'intégreront pas l'ensemble de ces critères. Non, Nicole Notat ? Non, moi je pense qu'il arrivera peut-être à mieux vendre son prix à ses clients en leur disant
chez Norbert d'Entresang, j'ai développé une telle approche de la sécurité routière en formant mes camionneurs, donc je vais diminuer mon taux d'accident. Je vais avoir ma flotte la plus aux normes possibles pour qu'elle émette le moins possible de CO2. Et je pense que ce prix-là se défend mieux vis-à-vis du client. Mais encore une fois, c'est une approche long terme. Et peut-être qu'à court terme, oui, c'est un coût. Mais sur le long terme, je suis persuadée que c'est un bon retour sur capitaux employés. Nicole Notat, vous renoncez pas à la performance la valeur ISR ou ESG doit aussi être pour l'investisseur une valeur performante ou simplement une valeur de sécurité, offrir davantage de perspectives sur le long terme. Offrir davantage de sécurité sur le long terme à l'investisseur, mais il me semble que les conditions dans lesquelles tous ceux dont c'est le métier cherchent à maximiser le rendement, c'est pas là-dessus qu'il manque le plus d'innovation. On est d'accord. On a plutôt vu qu'il y en avait pas mal ces dernières années, Oui, puis il y en avait même certaines qui se retournaient sérieusement contre l'intérêt de ceux qui étaient concernés. Donc l'enjeu, moi je crois, de l'ISR, il est vraiment que, et c'est en ça que c'est intéressant, y compris dans la situation de crise dans lesquelles on est, c'est que ça donne une indication sur les garanties données sur la performance future de l'entreprise parce que ce qu'on peut considérer comme des fondamentaux, ce qui fait la solidité d'une entreprise dans sa relation à ses salariés, qui sont quand même, c'est un capital humain, on dit, c'est un actif normalement les salariés. Bon, selon qu'on le considère comme un actif ou selon qu'on le considère comme un coût, on est sur un coût, sur un investissement, et on n'agit pas de la même façon, tant pour l'entreprise que pour l'investisseur. Donc aujourd'hui, l'idée, et tous ceux qui font de l'ISR le font avec le souci de la performance, mais d'une performance qui intègre des critères beaucoup plus complets, beaucoup plus globaux, et qui vraisemblablement assure moins de surprises désagréables sur le moyen et long terme. Nous, on a prêté notre base de données à des chercheurs de Polytechnique qui voulaient observer si justement les opinions et les notations qu'on émettait à l'année N, qu'est-ce que ça donne chez les entreprises à l'année N plus 4 ou N plus 5 en matière de résultats, de développement économique, de croissance, voire de résultats financiers. Et les conclusions ne sont pas encore totalement finalisées, mais la tendance était plutôt d'observer que des bonnes performances à l'année N en extra-financier étaient plutôt corrélées à de bonnes nouvelles à N plus 4 ou 5 sur l'économique et le financier. Jean-Philippe Desmartins. Oui. Marie-Ange Verdic a raison de dire qu'on va avoir besoin de recherche académique pour l'intégration ESG. Maintenant, sur l'aspect niche ISR, les fonds ISR, il y a eu pas mal d'historiques de calcul de performance, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a une douzaine d'années, on ne savait absolument pas. Donc, il y avait première question pertinente, mais nouvelles contraintes, vous allez réduire l'alpha, la volatilité, etc. La bonne nouvelle sur la zone Europe, Amérique du Nord et Japon, on n'a pas de visibilité sur les pays émergents, mais sur les autres marchés, c'est qu'en gros, à retenir, il n'y a pas de création d'alpha, il n'y a pas de surperformance, mais à l'inverse, il n'y a pas de performance. Et ça, c'est clé pour l'investisseur parce qu'il a quand même, il ne faut jamais l'oublier, une responsabilité fiduciaire. Et sincèrement, moi, je ne serais pas à cette table si structurellement, ce que je porte en matière de développement durable générait une sous-performance et un risque pour l'investisseur. Parce qu'on paye quoi à l'arrivée? C'est vos retraites. Ouais. Et ça serait irresponsable. Et donc, on a cette première feuille de route, elle est très importante. Alors après, sur la question de l'alpha, on retombe sur, je dirais, le jeu de chaque investisseur. Je me permets, c'est sacrément important ce que vous venez de dire là, parce que c'est pas du tout évident. Vous jugez que c'est évident, c'est pas du tout évident. On peut juger que l'investissement ISR ou ESG est simplement un devoir moral, au sens très très large. Et vous dites non, il faut pas, presque. Il faut être exigeant. Il faut faire les deux. Voilà. Il faut faire les deux, parce que sinon c'est pas du long terme. Il faut être exigeant dans les deux domaines. Madame Janson. Moi, je rigole un peu parce que... Mais je vous en prie, allez-y. Je suis dans ce métier depuis très longtemps. Il y a 15-20 ans, même quand j'étais buy-side, j'allais visiter des entreprises, même sans compte consolidé à l'époque. Et les sociétés, quand même, rendaient compte sur la gouvernance, sur la manière dont ils géraient leurs hommes, sans chiffres. Je pense que c'est tellement fondamental
les sujets et ESG qu'on ne peut pas les éviter. Si on veut réussir sur le long terme, on a une obligation de réfléchir à ces sujets. Sauf qu'à un moment, vous êtes face à un conseil d'administration auquel vous imposez des coûts pour rendre compte justement de l'ensemble de ces critères que vous définissez. Oui. En face, il va vouloir du rendement. En face oui, alors je pense que c'est ça, c'est là où, et ça revient, il y a beaucoup de sujets là-dedans, mais la taille de l'entreprise, les enjeux des entreprises, la géographie des entreprises imposent beaucoup de structures de toute façon. Quand il faut consolider des informations financières dans 80 pays dans le monde avec des entités qui souvent sont très petites, il y a des coûts informatiques, il y a des coûts de structure, des financiers, etc. Et c'est la même chose sur la gestion des ressources humaines. Si vous voulez une gestion des ressources humaines efficace sur le long terme, évidemment, il faut avoir des directeurs des ressources humaines un peu partout qui gèrent localement leurs ressources. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans toute entreprise qui a une histoire. C'est naturel. Et quand on dit qu'il y a beaucoup de sociétés de taille moyenne qui ont plein de choses à l'intérieur, mais qui ne communiquent pas nécessairement, ils ne communiquent pas parce que justement, ces structures coûtent cher. Et c'est là où je pense que c'est vrai qu'on est tous en train d'évoluer vers des structures de plus en plus chères, mais qui deviennent aussi importants quand l'entreprise devient plus grand. On n'a pas besoin de ces structures autant dans les petites structures. Madame Notat, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je pense que ce qui fait pour moi la différence entre dans la manière dont une entreprise s'engage là-dessus, c'est la vision qu'elle a de est-ce que ces nouvelles responsabilités, parce que vous avez raison, d'une certaine manière c'est historique, mais enfin ça n'a pas toujours été le consensus parfait sur le fait qu'une entreprise devait systématiquement être responsable à l'égard des parties prenantes qui sont concernées par son activité. Mais ce qui va faire la différence, c'est justement celles, et il y en a encore quand même, qui considèrent que tout ça, c'est des coûts supplémentaires, c'est des contraintes supplémentaires et qu'il est urgent d'attendre pour s'y engager. Et celles qui vont considérer qu'au contraire, parfois il peut y avoir un coût quand effectivement vous développez un budget formation pour former vos salariés, c'est un coût. Est-ce qu'aujourd'hui une entreprise imagine qu'elle peut supprimer ce coût ? Non, parce qu'elle se dit que c'est un investissement de développement des compétences des salariés. Donc c'est un coût qui est un investissement. Quand l'entreprise réalise aujourd'hui qu'il est plus que nécessaire de réduire sa consommation, enfin qu'elle avance vers une efficacité énergétique plus importante, d'abord ça peut constituer des économies, et puis chercher, enfin je pense aux bâtiments dans l'immobilier, c'est rechercher également des matériaux, des conditions aujourd'hui qui font en sorte qu'il y a une meilleure efficacité énergétique, c'est de la R&D à la clé. Derrière la R&D, c'est de l'attractivité de produits qui vont être plus recherchés parce que plus efficaces sur le plan, par exemple, de cette efficacité énergétique. Ça va générer du business, de la nouvelle croissance. Donc tout ça, quand on fait entrer ces notions-là au cœur des défis qui sont ceux de la société, mais aussi des entreprises, on voit bien qu'on ne peut plus raisonner en termes de coûts, où c'est du mécénat, où c'est de la bonne action. Non, c'est au cœur de ce qui fait l'avenir de l'entreprise. Bon, si je peux me permettre, je vous en prie. Je pense que l'un des éléments très importants pour les entreprises, c'est que une fois qu'on peut avoir un discours avec les investisseurs qui est sur ces sujets-là, on évite aussi ce discours pénible sur le mois prochain. Et la volatilité des marchés, je pense, a quand même généré un intérêt plus important récemment pour l'investissement à long terme. Et l'investissement à long terme demande effectivement plus de vision sur la façon dont on gère l'entreprise à long terme. Donc tout ça concourt à quelque chose de beaucoup plus positif. Je pense en tout cas à une relation plus saine entre l'investisseur de long terme et l'entreprise qui est là forcément pour le long terme. Juste pour terminer, l'idée que je voulais voir avec vous, Marie-Ange Verdict, Jean-Philippe Desmartins, c'est le mouvement en fait. C'est-à-dire que fondamentalement, tout ce dont on vient de parler, on n'a pas le choix. Vous êtes sur une lame de fond qui est en train de monter quand vous regardez, puisque vous l'avez dit d'un mot, mais allons-y sur l'historique, là d'où vous venez et là d'où vous allez en termes de demande des investisseurs sur ISR, ESG. C'est un élément qui vous semble monter en puissance de manière inexorable ?
Oui, alors il y aura un palier, mais c'est vrai qu'il y a une... On en est où exactement aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée, justement? Je disais tout à l'heure, c'est à peu près l'empreinte ESG entre les fonds spécialisés ISR et puis cette intégration ESG, c'est 10%. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura un palier à terme dans 10 ans à 10% des volumes investis? Oui, de la gestion des actifs en Europe. En Europe. Et je pense qu'on peut, si on regarde les instituteurs de long terme, envisager 30%. Mais juste une petite anecdote de mon côté, c'est quand je suis rentré dans ce sujet complètement neuf il y a 12 ans, moi je venais du private equity, métier traditionnel pur et dur. Les gens avec qui je travaillais croyaient que j'étais complètement fou. Et les mêmes que je revois aujourd'hui me disent, mais t'as tout compris, t'avais 10 ans d'avance, t'es le loup blanc, c'est incroyable. Et comment tu nous as eu, etc. Et c'est pour dire, ça c'est un petit signal qualitatif d'expérience personnelle, mais pour vous dire que c'est vrai qu'on est dans une dynamique. Malheureusement, la crise ne fait que valider l'intérêt de réunir ces sujets sur le long terme parce qu'elle pose la question du rôle de la finance dans l'économie et dans notre monde. Et donc on est, et je crois que c'est un message important, avec l'investissement responsable, on est en lien avec l'économie réelle, on est en lien avec la société. Et je pense que dans la crise qu'on traverse, c'est aussi structurant au-delà de la sphère financière qui a besoin aussi de ces liens. Marie-Ange Verdict, un mot justement de ce que vous demandent les clients. Quand vous êtes au contact avec les clients, comment est-ce qu'ils parlent de ces produits justement? Pour l'instant, on va être totalement transparent et totalement clair. Pour l'instant, on sent qu'ils s'y intéressent de plus en plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas une vraie demande de produits. D'ailleurs, les chiffres le montrent, que ce soit sur les fonds ISR pur et dur. Ils disent oui, ça nous intéresse. Nous, par exemple, pour des réunions qu'on organise avec des clients sur cette pédagogie-là, on a beaucoup de monde qui vient pour comprendre. Mais il n'y a pas encore une demande forte parce que tout simplement, les produits sont compliqués pour eux. Donc, je crois que là, il y a un gros effort de lisibilité à faire pour qu'ils se disent si j'investis dans un fonds ISR, il est vraiment ISR, qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. Donc, là, mais là aussi, il y a un énorme travail de pédagogie qui est en train de se faire avec Novetic d'un côté, avec un certain nombre d'acteurs qui essayent de rendre cette offre plus visible pour le grand public. Donc ça, je pense que c'est un point très, très positif. Moi, ça me fait vraiment penser à l'époque des messageries sur Internet. Internet, tout le monde en a parlé pendant 4-5 ans en disant on en parle, mais on le voyait nulle part. Et puis moi, j'ai vraiment le souvenir, là, tout d'un coup, c'est arrivé, mais très massivement. Et sur l'ISR, sur cette approche ESG, etc., je pense qu'on est en train de mettre toutes les plateformes en place pour que ça devienne de plus en plus visible, lisible. Et puis un jour, ça va vraiment démarrer. Mais on n'en est pas encore là. Ouais, moi, je me souviens d'un journaliste qui essayait de nous convaincre que la sortie de Windows 98 était l'événement le plus important du monde. Et non, ça n'était pas passé, mais on se gourait. Et finalement, c'est un petit peu la même histoire. Nicole Notat, juste pour conclure. Vous avez le sentiment, vous aussi? Oui, on peut c'est la même histoire qui est en train de se dessiner? Je pense quand même que la crise actuelle va être un petit moment de vérité. Parce que aujourd'hui, on sent quand même un peu du côté du monde des banques, des asset managers, ils ont quand même des vrais sujets. Donc, où est-ce qu'ils vont placer dans l'ordre des priorités cette question-là? Je partage complètement que ce devrait au contraire être un choix consistant à dire précisément parce qu'on est en crise et de confiance et d'activité, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Mais je pense que c'est là qu'on va pouvoir faire la ligne de séparation entre ceux qui sont véritablement engagés, je dirais, sur le fond du cœur de métier ou ceux qui n'étaient peut-être pas encore totalement convaincus. Vous avez une idée de la montée en puissance des volumes, justement Non, je partage ce qu'a dit Jean-Philippe sur la question des volumes. Alors, sur ce qui va se projeter, faire une projection, une prédiction sur l'avenir, non, je ne vais pas faire ça. Je pense que la logique veut que progressivement, si véritablement les acteurs passent du fonds ISR de niche qu'on appelait à de l'intégration dans ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire l'intégration de facteurs ESG dans toute leur gestion et leur mode de gestion, ça devrait naturellement conduire à augmenter les volumes. Maintenant, il faut bien se dire aussi que la question de l'intégration tout azimut des facteurs ESG est quand même encore une approche qui est naissante, émergente et qui se cherche un peu, qui n'est pas encore tout à fait stabilisée non plus. Merci mesdames et merci monsieur d'avoir débattu tout ça avec nous et merci de votre attention.